long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Rebonjour tout le monde, on est ravis de vous retrouver cet après-midi ou ce début de soirée en fonction du moment où vous nous écoutez, ou même demain matin parce qu'effectivement vous pouvez écouter en streaming, en replay, quand vous voulez. On se retrouve avec Shai pour parler d'un sujet qu'on a abordé dans le CQFR de ce matin. On vous a parlé un petit peu en longueur de l'embrouille et même l'altercation physique qu'il y a eu entre Joel Embiid et un journaliste au sein du vestiaire des Sixers. Et on a eu envie de parler un petit peu de cette relation parfois complexe, parfois complice, parfois carrément belliqueuse entre les athlètes, ceux qu'on connaît le mieux, pour nous, le basket, les athlètes de basket, les basketteurs et la presse et les médias, même j'ai envie de dire au sens plus large, parce que finalement... longtemps, les médias, ça a été la presse. Maintenant, les médias, c'est beaucoup plus large que ça. Ça implique tout un tas de personnes. On a eu envie de revenir sur tout ça. Shai, je sais qu'on en a déjà un petit peu parlé ce matin, mais on va peut-être repartir quand même de cette anecdote entre Joel Embiid et un journaliste de Philadelphie. Est-ce que tu peux nous rappeler simplement les faits de manière briève pour ceux qui n'auraient pas écouté le CQFR de ce matin? Ouais, c'est ça. Alors, c'est là, sur ce dont tu parles précisément, c'est le journaliste Marcus Hayes qui a été pris à partie par Joel Embiid à l'entrée du vestiaire des Sixers à cause d'un article dans lequel il évoque le fils, il mentionne le fils de Joel Embiid, il mentionne aussi le frère qui est décédé, le frère de Joel Embiid, qui est décédé il y a quelques années. Et la transition a été très maladroite vers ce que voulait dire le journaliste Marcus Hayes, en l'occurrence que Joel Embiid ne se pointait pas au travail, que pour être grand, il fallait se pointer au boulot, et que Joel Embiid voulait être grand pour rendre fier son fils et ses descendants, entre guillemets. Et du coup, il a très mal pris le fait que... Enfin, il a pris ça pour un manque de respect. C'était visiblement pas la première fois que Hayes était critique au sujet de Joel Embiid. Et ça a donné cette altercation, comme tu l'as dit. Ça a basculé sur le plan physique parce que Embiid a poussé Marcus Hayes. C'est pas parti non plus en pugilat. Il y a beaucoup de gens autour. Ils ont été séparés. Il y a aussi eu les menaces que tu avais évoquées, que tu avais rappelé ce matin, où Embiid disait qu'il était prêt à assumer les conséquences d'un éventuel acte un peu plus... problématique sur le plan physique, on va dire, et tout ça pour dire que voilà, Joel Embiid est assez tendu en ce moment. On avait évoqué aussi ses déclarations sur le fait qu'il ne méritait pas, selon lui, toutes les critiques qu'il recevait à cause de ce qu'il avait apporté à Philadelphie. Et là, le souci qu'il y a eu avec ce journaliste, c'est pas le premier joueur qui a des soucis avec des journalistes, c'est pas le premier qui a quelque chose qui ressemble à une altercation et une confrontation physique avec un journaliste, mais c'est un joueur tellement important de la ligue que forcément ça fait parler. Donc voilà ce qui s'est passé pour Embiid avec Marcus Hayes du Philadelphia Inquirer. Ouais, parce que ce qui est un petit peu particulier quand même, c'est justement, même si tu fais bien de préciser, il y a pas eu de coup porté, Joel Embiid a manifestement poussé le journaliste au niveau de l'épaule. Le journaliste a fait 2-3 pas de recul, mais il est pas tombé, il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu de coup porté. Mais c'est vrai que c'est quand même très très rare que ça aille jusque-là quelque part. Des embrouilles entre des journalistes et des athlètes, il y en a eu plein. Récemment encore, il y a justement, et on va y revenir certainement, mais Kevin Durant a... on a remis une couche au sujet de Stephen A. Smith en le qualifiant de clown, parce que Stephen A. Smith a encore fait une sortie au sujet de Kevin Durant. Là, on sent que c'est vraiment très personnel entre les deux hommes depuis quasiment une dizaine d'années. Voire plus. C'est ça donc qui est particulier, c'est vraiment là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'escalade. Tu as raison de préciser le contexte de l'article de Marcus Hayes et donc la phrase qui aurait déclenché l'ire de Joel Embiid, le fait que le prénom de son fils et en gros le journaliste expliquait que Joel Embiid a nommé son fils en hommage à son frère, son frère qui est décédé durant sa saison rookie. C'est ça qui lui a fait péter un câble, mais il faut reconnaître que quelques jours auparavant, Joel Embiid avait déjà l'air assez chaud. On avait marre des critiques qui sont faites à son sujet autour du fait qu'il ne soit pas sur le terrain, qu'il ne soit pas là, le fait qu'il ait le sentiment que les gens l'accusent quelque part de ne pas avoir le courage de se faire mal et d'aller sur le terrain. Il a rappelé tout l'historique de blessures dont il a été victime. Il a expliqué que... après tout ce qu'il avait fait pour cette putain de ville, là, encore une fois je reprends ces mots, il comprenait pas qu'on puisse encore l'accuser de tout ça. Donc il y a quand même un contexte plus large qui fait que même dans l'altercation avec Marcus Hayes, j'ai pas l'impression que ce soit uniquement le fait
que son fils ait pu être mentionné et son frère, il y a quand même, j'ai l'impression, le poids des critiques qui a eu l'air de peser sur la réaction et la manière dont Joel Embiid a réagi à tout ça. Je l'ai ressenti comme ça aussi parce que après tout le monde ne réagit pas pareil face aux critiques, face à l'évocation de proches disparus, à ses enfants. Tout ça, je comprends, tu l'as dit très bien ce matin. On peut comprendre que ça lui pose problème. Il y en a d'autres qui optent plutôt pour le silence, c'est-à-dire qu'ils ignorent totalement les journalistes en question, qui ont écrit même juste des choses désagréables sur eux. Il y en a qui sont pas dans la même confrontation physique, mais qui font très bien comprendre à ces journalistes qui sont là, qui sont présents tout le temps. Il faut le dire, Marcus Hayes, c'est un insider. Philadelphia Inquirer, c'est un média très très implanté à Philadelphie, comme son nom l'indique. Oui, je pense que là, ça allait dans un contexte plus large parce que ça fait des années que Embiid est clivant même au sein des médias de Philadelphie, qu'il y en a qui, à juste titre, le portent au nu parce qu'il a quand même gagné un titre de MVP, parce que c'est toujours l'un des meilleurs joueurs de la ligue, et d'autres qui insistent bien sur le fait qu'il a rien fait concrètement de plus que certains joueurs passés avant lui, c'est-à-dire aller en finale de conférence. Et il a plusieurs fois montré ce sentiment d'injustice qui avait jamais par contre débouché sur une confrontation physique, sur des menaces, parce que les menaces quand même, je pense que ça aussi, la NBA se penche dessus quand même. Il y a une sorte d'enquête qui a été ouverte. Je crois savoir que Elton Brandt et Daryl Morey sont excusés auprès du journaliste. Ça n'a pas encore été le cas de Joel Embiid, mais alors que le journaliste lui-même avait voulu lui présenter ses excuses. Moi, je vais dire mon sentiment dessus, c'est que là, en réfléchissant un peu dessus, je trouve que l'évocation, la mention du fils et du frère était totalement gratuite. Elle servait absolument à rien dans le propos de l'article. Moi, j'aurais totalement compris que Hayes, si c'est son point de vue, dise que Embiid n'était pas assez professionnel, ou qu'il se faisait pas assez mal, ou que selon lui, il était décevant. Enfin, il a tout à fait le droit d'émettre cette opinion-là. C'est juste que je voyais pas l'intérêt de mentionner le fait que en gros, pour reprendre vraiment la tournure de la phrase, c'était Joel Embiid veut laisser un héritage et être grand pour son fils qui porte le nom de son frère décédé. Bon, et derrière, il dit pour être grand, il faut se pointer au boulot. Donc, c'est la transition et l'évocation du fils et du frère que je trouve inutile. Surtout si tu as déjà des rapports tendus avec le gars, ce qui est le cas, et je pense qu'il ne pouvait pas l'ignorer, ça. Il le fréquente depuis combien d'années, Embiid? Je pense que il savait que ça, au bout d'un moment, je pense que ça allait poser problème. Il pensait peut-être pas se faire bousculer comme ça, mais moi, je pense que c'était gratuit et inutile. Par contre, j'aurais aussi préféré qu'Embiid fasse comme les trois quarts des autres joueurs qui se font parfois attaquer sans raison valable ou de manière maladroite par des journalistes, c'est-à-dire l'ignorance ou une réponse un peu cinglante plutôt qu'une confrontation physique. Mais là aussi, comme je le disais ce matin, je ne sais pas dans quel état d'esprit est Joel Embiid en ce moment. Est-ce qu'il vit des trucs en parallèle, en plus des difficultés qu'il a pour revenir sur le terrain parce qu'il est blessé? Est-ce qu'il n'a pas des trucs dans sa vie perso? C'est très compliqué à savoir ça. Donc, je pense qu'il y a des torts partagés, c'est-à-dire que les journalistes ne sont pas exempts. Ils doivent quand même faire attention à ce qu'ils écrivent et à ce qu'ils disent, tout en ayant l'opinion qu'ils souhaitent. Il faut juste faire un peu attention et éviter des transitions comme ça maladroites, juste pour... je sais pas si c'est pour faire du clic ou pour vraiment passer pour quelqu'un qui a une opinion forte, parce que c'est la mode d'essayer de placer des punchlines, des trucs un peu cinglants. On le fait parfois, on essaye aussi nous-mêmes de le faire parfois dans des articles, mais rarement quand même aussi directement contre un joueur. Là, je pense qu'il y a un passif qu'on connaît peut-être pas forcément non plus entre lui et Embiid. Et c'est pas tout neuf, donc c'est pas non plus étonnant parfois que ça débouche là-dessus. À l'époque, il y avait eu de Marcus Cousins avec un ou deux journalistes de Sacramento, et de Cousins, je trouve est un peu plus encore intimidant que Joel Embiid, et un peu plus imprévisible. Il y avait eu Russell Westbrook et Kevin Durant à OKC qui avaient été pris pour cible par certains membres de la presse et qui avaient totalement arrêté de leur parler. Enfin voilà, c'est des situations qui sont connues, dont on a parfois l'habitude, mais qui débouchent rarement quand même sur quelque chose sur une confrontation comme ça. Ouais, exactement. Encore une fois, moi, je partage complètement ton avis. Je pense que le journaliste pouvait écrire exactement le même article. Il n'avait pas besoin de cette transition. Il n'était pas obligé de citer effectivement le prénom du fils de Joel Embiid et d'évoquer son frère disparu. Dans le même temps, tu as raison de le dire, quand tu écris quelque chose en tant que journaliste, faut que tu sais que ça va être lu, et tu sais aussi que tu dois
pouvoir t'attendre à devoir défendre tes propos. C'est pas anodin d'écrire des choses et de publier des choses. Il y a une responsabilité qui va avec ça. Et en fait, Joel Embiid était tout à fait dans son droit, pour moi, selon moi en tout cas, soit de ne pas être d'accord avec l'article, soit de trouver que c'était pas la place que le journaliste avait fait une erreur, une faute de goût en mentionnant son frère ou son fils. Tout ça, il en a le droit. C'est la manière, en fait. Parce qu'encore une fois, il y a tout un tas tu peux régler les choses de tout un tas de manières. Les confrontations physiques, que ce soit dans ce cadre-là ou d'autres, elles sont parfois inéluctables. Malheureusement, j'ai pas l'impression que c'était une situation dans laquelle c'était inéluctable. Il aurait très bien pu se faire entendre, que ça soit à huis clos ou devant d'autres journalistes s'il le voulait. Encore une fois, c'est son choix. Quand on écrit un article, c'est lu par tout un tas de gens. C'est un peu comme si tu affichais quelqu'un devant tout un tas de gens. Donc, je peux comprendre la démarche de Joel Embiid de se dire non, je vais faire ça aussi devant les gens parce que c'est comme ça que ce journaliste m'a interpellé. Par contre, la manière, je trouve, reste problématique. Et de manière plus large, il y a quand même, j'ai l'impression, se creuse un petit peu une espèce de fossé entre d'un côté les joueurs et de l'autre les médias, comme si c'était de plus en plus deux identités séparées qui étaient, dont les intérêts n'étaient pas les mêmes en fait. Et j'ai l'impression que, enfin, c'est même pas l'impression, c'est que le développement des réseaux sociaux, notamment d'Internet, ça fait qu'il n'y a jamais eu autant de médias, entre guillemets, et de couverture de la ligue, des joueurs, que ça soit dans leur vie privée, que ça soit sur ce qu'ils font sur le terrain. Ça n'a jamais été aussi important. Et ce qui est symptomatique, parce que ça aussi, c'était dans ce qui est ressorti de cet échange dans le vestiaire des Sixers, c'est qu'à un moment, Joel Embiid aurait crié « Ouais, de toute façon, tu peux écrire ce que tu veux, je m'en fous ». Ce à quoi le journaliste a répondu « Non, tu vois bien que c'est pas le cas, quoi ». Et souvent, c'est vrai que nous, ça nous fait un peu sourire, le nombre d'athlètes ou de sportifs qui disent « De toute façon, les médias n'y connaissent rien, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, ça me touche pas ». Et en même temps, c'est les premiers à réagir de manière très épidermique à ce qui peut être écrit à leur sujet. Ce que je comprends en fait, parce qu'en fait, là on touche aussi on touche à de la psychologie individuelle, on touche à de la sensibilité et on touche aussi à quelque chose qui est désormais sociétal. Et encore une fois, on en revient aux réseaux sociaux. Maintenant, quasiment tout le monde peut être l'objet de critiques. Nous, on le voit bien en fait avec les commentaires, que ce soit sur Basket Session ou sur les réseaux sociaux, sur YouTube. On voit bien dans les commentaires qu'on a la chance, encore une fois, on a une communauté qui est, je trouve, vraiment à part peut-être parce qu'elle est énorme, elle est très constructive. Même la plupart des critiques, je vais revenir simplement sur les critiques qu'on peut avoir sur YouTube, elles sont constructives dans l'ensemble. Mais tu as toujours aussi des gens qui sont là uniquement pour t'aiguillonner. Et là, même au sein d'une rédaction comme la nôtre, on n'a pas la même manière la même façon d'y réagir. Charles, il en a parlé plein de fois. Il y en a certains de nous qui sont plus chauds, qui prennent les choses très à cœur. Certains d'autres qui sont très détachés, qui même jettent jamais un coup d'œil aux commentaires. Là, ça touche un petit peu à la psychologie individuelle. Mais ce qui est étonnant pour les athlètes, c'est que eux, ce sont vraiment des personnes publiques, en fait. Tu sais que ça fait partie de ton job d'être une personne publique. Il y a du media training, il y a les agents, il y a les clubs, il y a tout un tas de tampons entre les gens et les athlètes. Et malgré ça, ou à cause de ça, on va pouvoir y revenir peut-être, ça suffit pas manifestement. Ouais, il y a de plus en plus d'agents qui conseillent à leurs joueurs d'arrêter de regarder les réseaux sociaux, de limiter leur lecture et leur visionnage d'émissions parce que ça les sort de leur routine et de leur confiance en eux. Et je crois que Klay Thompson avait parlé de ça notamment l'année dernière, surtout quand il était un peu dans le creux de la vague. Et puis lui, pour le coup, il fait partie des gens qui sont affectés par ce qu'ils lisent. Il l'a dit. Il dit, mais il me redemande d'être le Klay d'avant mes blessures, mais c'est impossible. Et tu le voyais même dans son langage corporel qu'il le vivait mal, en fait. Pour ce qui est du fossé qui s'est creusé, je suis totalement d'accord. Et c'est évidemment aussi lié aux réseaux sociaux. Mais à l'époque, il y a 10 ans, moi, quand moi j'avais fait la saison à New York, il y avait pas, enfin, Twitter, c'était vraiment les débuts. Ou en tout cas, c'était un peu moins démocratisé qu'aujourd'hui. Il y avait moins tout le monde qui disait n'importe quoi. Donc, il y avait moins d'influence sur ce que disaient les gens lambda, entre guillemets, sur les joueurs. Et les journalistes locaux, ceux qui étaient vraiment là tout le temps, ils avaient une place particulière et une plus grande proximité, je trouve, avec les joueurs. Il n'y avait pas la même défiance. Il n'y avait peut-être pas non plus la même démarche journalistique, ce que recherchent beaucoup de médias maintenant, c'est-à-dire la punchline, le truc qui va faire cliquer, la vidéo qui va être visionnée. Ce que représente totalement Stephen A. Smith, qui est très très doué dans son domaine,
d'un point de vue théâtral, de comédien presque, il connaît très bien le basket. Attention, hein, je dis pas le contraire. C'est un mec qui connaît bien le basket et depuis longtemps, qui a des connexions avec certains joueurs, mais ça reste un comédien avant tout, qui cherche le truc qui va faire parler, même si c'est pas forcément ce qu'il pense. Ou alors si c'est ce qu'il pense, il va exacerber totalement sa pensée pour que ça fasse réagir en fait. Et c'est comme ça dans la plupart des émissions. Donc il y a un fossé qui se creuse là-dessus parce que les joueurs, et là je les comprends, ils se disent bah c'est bizarre quand j'ai commencé, bah il y avait des mecs critiques, mais c'était pas aussi cinglant, c'était pas aussi répétitif aussi parce que là tous les jours les mecs peuvent écrire dessus, des journalistes ou des non-journalistes. Donc là je pense qu'ils respectent moins la parole journalistique de manière générale, que ce soit chez les professionnels ou chez les fans lambda qui se considèrent parfois comme des médias eux-mêmes. Ça c'est inévitable et du coup, ils accordent de moins en moins de confiance à des gens tout court. Ils restent avec leur clan, avec leur agent, leur famille, ce qui parfois n'est pas toujours productif parce qu'il y a encore quand même beaucoup de journalistes qui font du bon travail et qui font de l'analyse et parfois de la critique et parfois des compliments et tout ça. Et je pense, moi, que ça peut être productif, ça peut être utile pour un joueur aussi d'avoir qu'il n'y ait pas toujours des gens qui lui disent bravo, t'es le meilleur, bravo, t'es incroyable et qui soient objectifs. Bon, ça, c'est une autre question, mais t'as raison de dire qu'il y a quelque chose qui s'est creusé parce qu'il y a pas la. Moi, en fait, je suis en train de retrouver à distance, hein, ou en tout cas parfois sur place, quand on a la chance qu'il y ait des matchs à Paris ou qu'on puisse aller voir des matchs à l'étranger et tout. Je retrouve un peu ce que j'ai vu moi au foot, en fait, pendant quelques années, où au foot, il y a très peu d'accès. Il n'y a pas d'accès au vestiaire, il y a peu d'accès en 1 contre 1 en 1-1 avec des joueurs. Alors qu'en NBA, c'est ce qui fait, c'est ce qui est un régal aussi dans notre métier, c'est que parfois, quand tu vas avoir des matchs NBA, tu as accès au vestiaire, les joueurs te répondent, tu peux, lors d'un échauffement, discuter sur le banc des remplaçants avec un joueur. Normalement, tu as plus d'accès, même avec des très très grands joueurs NBA, c'est faisable. En foot, il y a une défiance de base entre les clubs, les joueurs, les médias, qui fait qu'à moins d'être un pote, un ami d'un joueur, ou un mec avec lequel tu as vraiment noué une relation sur 10-15 ans, c'est très difficile d'avoir des exclusivités, d'avoir des interviews un peu intéressantes, un peu intimes. Et j'ai l'impression qu'on retrouve un peu ça maintenant, qu'il y a la même défiance entre les joueurs NBA et beaucoup de médias. Il reste quelques insiders qui font très bien leur boulot et qui sont plutôt objectifs, qui vont pas rentrer dans l'art pour rentrer dans l'art, écrire des articles polémiques. Il y en a de moins en moins. Regarde, Zach Lowe perd son boulot chez ESPN. Howard Beck change de média tous les ans quasiment parce que c'est des articles au long cours intéressants sur des histoires de joueurs. Malheureusement, ça fait moins vendre que sur ESPN, ils ont clairement fait le choix entre un mec comme Stephen A. Smith, Kendrick Perkins, qui est un ancien joueur pour le coup, mais qui est passé du côté des médias et qui fait quasiment que de la polémique. Et des types comme Zach Lowe qui faisaient aussi un peu de télé mais qui n'étaient pas du tout dans la polémique. Donc moi là pour le coup les médias autour du basket ça a changé. Je parle aux États-Unis parce qu'on est sur en France c'est un petit peu différent je trouve, mais ouais ça a changé. Il y a clairement un fossé qui s'est créé et je pense pas que ça va aller en s'arrangeant en fait. Ouais, c'est vraiment intéressant que tu parles de Stephen A. Smith parce que de toute façon, il est au cœur il est emblématique de la chose, de ce dont on est en train de parler. Je pense c'est qu'il y a un amalgame aussi sous le parapluie média de choses très différentes en fait et que les lignes sont vraiment floues, notamment aux yeux des joueurs en fait. Et tu sais, ça m'a fait rire parce qu'il n'y a jamais eu autant de joueurs qui prennent la parole. Ils ont quasiment, je sais pas, un joueur sur 3 un podcast maintenant. Ouais. Et tu les entends parfois au détour d'une phrase, ils disent ouais maintenant, enfin en tout cas pour certains au début c'était nous on est passé de l'autre côté, maintenant on est journaliste. En fait tu vois que non t'as pas compris en fait, tu fais partie des médias, oui, tu as un média public, ça veut pas pour autant dire que t'es devenu journaliste en fait, parce que journaliste c'est malgré tout c'est un métier, c'est une éthique de travail, c'est une façon de travailler et tous les médias ne sont pas des médias journalistiques en fait. Et toutes les personnes publiques qui s'expriment au sujet du basket ne sont pas forcément des journalistes. Et Stephen A. Smith, pour moi, il est emblématique de ça. Tu l'as dit, hein, c'est plus... là, pour le coup, c'est vraiment le côté... Quand il était avec Skip Bayless, c'était encore plus flagrant. C'est que tu voyais avant l'émission qu'il se disait, bon, moi, je vais tenir ce point de vue-là, toi, tu vas tenir ce point de vue-là. Et les gens vont regarder parce que soit ils vont être d'accord avec l'un, soit ils vont être d'accord avec l'autre, soit ils vont être choqués du fait qu'on puisse même avoir cette discussion et ils vont quand même regarder jusqu'au bout. Et c'est vraiment ce qu'on appelle quand même... de manière globale du putaclic en fait, c'est que tu choisis un sujet, tu le colles à une actualité qu'elle soit réelle ou non pour générer de l'engagement. Et dans cette question-là, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que le lectorat ou du moins les auditeurs sont
tout aussi partie prenante. Parce que nous, on l'a vraiment très bien vu avec le développement d'Internet et l'explosion du nombre de médias basket en France. C'est que là où avant, tu pouvais simplement aller sur Basket Session et dire simplement, je sais pas, interview Stephen Curry en titre, tu sais que maintenant, c'est pas possible. Personne va cliquer sur un lien avec marqué interview. Et je donne un exemple assez drôle pour le CQFR. Pour le CQFR, à chaque fois pendant les playoffs, vous êtes nombreux à nous reprocher de donner en gros le résultat du match dans le titre en fait. Mais le truc c'est que faut bien avoir conscience que si on mettait, je sais pas, aujourd'hui CQFR 4 novembre 2024, le jeu des algorithmes, l'attrait simplement et les habitudes de lecture et de visionnage des gens font que la même émission aurait deux audiences complètement différentes en termes de volume. Donc cet amalgame qui est fait par les athlètes au sujet des journalistes, on la retrouve aussi finalement du côté des lecteurs qui cherchent plus forcément à faire la part des choses, suivent, et je m'inclus dedans, c'est pas un jugement moral en fait, c'est une évolution de la société où on regarde les choses, on lit l'actualité pour nombreux, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais à travers le filtre de nos réseaux sociaux, de ce qui arrive chez nous en fait, sans forcément faire la démarche d'aller chercher l'information, sans forcément faire la démarche de confronter les informations pour s'assurer qu'elles soient réelles. Et ça permet à ce qu'il y ait encore plus d'incompréhension entre les athlètes qui se sentent parfois, nous, en tant que journalistes, on se dit, mais ils sont parano ou quoi ? Ils se sentent accusés ou tu sais, attaqués en permanence. Et tu dis, si tu regardes ce que nous, on considère comme des médias de journalistes, en fait, tu dis, non, c'est ce que tu as dit. Tu dis, un Zach Lowe, des articles longs de The Athletic ou de ESPN ou Sport Illustrated ou même des podcasteurs qui font un vrai travail journalistique, qui ne sont pas dans cette recherche du sensationnalisme et le fait de résumer toute une pensée à je sais pas, 140 ou 285, ça va bien plus loin que ça. Mais eux, comme ils voient aussi comment ils sont traités par les médias au sens large, ils font pas la différence en fait entre un journaliste et quelqu'un juste qui donne son avis et qu'on n'a rien à faire parce qu'il sait que lui, il n'est pas tenu par cette question d'éthique professionnelle. Et il pense que tous les médias, et donc ça inclut les journalistes et les gens qui veulent donner une opinion, ont ce qu'ils appellent un agenda en fait. Et que, alors du coup, nous, j'estime qu'on n'est pas concernés parce qu'on n'a pas un agenda de pousser tel ou tel joueur ou telle équipe. On est plutôt dans de l'informatif et après un peu d'analyse sur ce qui se passe sur ce qu'on fait le matin, sur les podcasts. On n'est pas dans... évidemment, on espère à chaque fois que vous serez plus nombreux à cliquer sur les vidéos, à commenter tout ça. Et évidemment que parfois on se dit, tiens, ce sujet-là va plus marcher. Si on parle de ça, ça va moins marcher. Mais on essaie quand même d'être là-dessus. On n'a pas un agenda particulier pour comment dire, insister sur un sujet non-stop parce qu'on sait que ça va faire vendre. Il y en a qui ont un agenda, c'est sûr. Et du coup, les joueurs et les gens mettent les médias dans le même panier, et je pense que c'est aussi ça qui creuse un peu le fossé. Et il y a aussi de moins en moins de médias sérieux, entre guillemets, je pense. J'inclus les États-Unis, je parle pas de la France. Je parle pas vraiment de la France. Mais, et du coup, c'est l'offre médiatique, en tout cas du point de vue des joueurs, elle est aussi compliquée à décrypter. Je leur en veux pas tout le temps parce que, en fait, je regrette un peu l'époque où ils arrivaient à ignorer les trucs. Là, c'est de plus en plus difficile parce qu'avec les réseaux sociaux, tu es constamment exposé à la vie des gens, tu es mentionné. Si tu vas regarder tes mentions sur Instagram, sur Twitter, mais tu vois, par exemple, à l'époque, il y avait un contentieux et il y a toujours un contentieux entre Bill Simmons et LeBron James. Parce que, je sais plus, alors Bill Simmons, qui n'est pas un journaliste, qui est un très grand... Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Et pour le coup, qui a toujours bien précisé qu'il n'était pas un journaliste et que c'était ce qui faisait sa spécificité. Sa première colonne qui s'appelait The Sports Guy, donc en gros le fan de sport, quoi. Voilà, sauf qu'il a une connaissance et une culture du basket qui est gigantesque. Il a une manière de raconter les choses qui est toujours très divertissante. Mais à l'époque, je ne sais plus ce qu'il avait dit sur LeBron au moment de sa draft, un truc très maladroit, mais je crois sur le fait qu'il n'avait pas eu de père et tout ça. Et LeBron a évidemment gardé ça dans un coin de sa tête et il lui a jamais adressé la parole, jamais accordé d'interview ou quoi que ce soit. C'est pas parti en cacahuète, mais il y avait une distance naturelle qui s'est effectuée alors que Simmons à un moment était au sommet des mecs les plus populaires dans les médias, tu vois. Aujourd'hui c'est plus compliqué, j'ai l'impression que c'est tout de suite dans la confrontation alors avec Stephen A. Smith et Kevin Durant, tu l'as dit tout à l'heure, c'est de longue date. Moi je me souviens d'il y a pareil une dizaine d'années quand je crois que c'était Stephen A. Smith avait dit je sais de source sûre, il aime bien ça,
de sources sûres. Je sais de sources sûres que KD va aller aux Knicks ou pense fort à rejoindre les Knicks. Derrière KD, sur Twitter d'ailleurs ou ailleurs, il avait dit que c'était n'importe quoi, que ce mec, il racontait tout le temps n'importe quoi, qu'il avait aucune information et tout. Et Smith avait posté une vidéo sur YouTube où il est chez lui pendant 10 minutes, il tourne autour d'une table et il dit tu veux pas faire de moi un ennemi, tu vas le regretter, je connais des gens. Enfin bref, un sketch quoi, mais il avait l'air très sérieux. Donc c'est de longue date. Il y a des inimitiés de longue date entre certains médias et certains joueurs. Il y avait LeBron et Wojnarowski aussi. Ils ont jamais été, je sais plus. Pareil, Wojnarowski quand il écrivait autre chose que des scoops avait dit des trucs pas très sympas sur LeBron, ce qui était resté. Ce qui avait fait que les deux n'ont jamais pu se piffrer. Mais aujourd'hui, ouais, c'est direct. Tu peux plus facilement interpeller quelqu'un, que ce soit en live ou sur les réseaux, et du coup, ça se voit plus, quoi. Et il y a une vraie défiance, en fait, je trouve, et une méfiance qui parfois est justifiée, parce que tu te dis, si je dis un truc à un mec, ça peut se retrouver là en 3 secondes, alors qu'avant, il y avait un peu plus presque de probité, de professionnalisme chez certains, et voilà, c'est... Mais ouais, il y a un fossé. Et tout ne sortait pas aussi à l'époque. Il faut bien savoir aussi ça, que dans le travail de journaliste, il y a aussi savoir si... En fait, toute information n'est pas forcément bonne à être publiée, en fait. Est-ce que cette information a un vrai intérêt au-delà de la polémique qu'elle peut susciter, en fait? Et ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment perdu. Pour coup, j'ai l'impression, globalement, dans tout ce qui est scoop, enfin, ce qu'on appelle voilà, les newsbreakers, la plupart, en fait, si tu prends le temps de te poser la question si l'information est vraiment importante ou pas, j'ai l'impression que plus de la moitié, tu te dis, bah non, j'aurais pu ne pas le savoir dans l'instant, j'aurais pu ne jamais le savoir du tout, et ça aurait pas forcément fait une différence. C'est intéressant que tu parles à nouveau de Stephen A. Smith et de Kevin Durant, parce que justement, comme je vous le disais tout à l'heure, là, Kevin Durant a à nouveau expliqué qu'il considérait que Stephen A. Smith était un clown, et ce qui est problématique, je trouve, effectivement, avec Stephen A. Smith, c'est qu'il joue ce rôle de pseudo-journaliste en parlant de sources, et en fait... On en parlait avec Antoine dans un CQFR récent. On sait qu'il y a certains journalistes, même des journalistes, ils disent source, mais tu sais que c'est bidon en fait. Tu sais qu'ils ont inventé une rumeur tout seuls dans leur coin en se disant bah ça pourrait être intéressant et qu'ils vont te mettre une source m'a dit que. Mais certains, tu sais que c'est bidon, alors que tu sais par contre que des mecs comme Wojnarowski, qu'on peut apprécier ou pas, c'est du travail sérieux en fait. Shams Charania, c'est du travail sérieux. Ils vont pas sortir une fausse rumeur, ou même d'autres journalistes comme Zach Lowe, Howard Beck, il y en a tout un tas, Ian Thompson, on pourrait faire un livre avec les grands journalistes qui ont parlé de basket. Mais là, tu sais qu'il y a une vraie... C'est sourcé, les informations ont été recoupées à plusieurs reprises. Et j'en viens à ce problème, parce que là, récemment, dans le récent problème entre Kevin Durant et Stephen A. Smith, quelqu'un demandait à Stephen A. Smith sur ESPN s'il croyait fort dans les chances des Suns, et Stephen A. Smith répondait que non, et la première chose son premier argument, c'était de dire que, selon lui, Kevin Durant n'était pas un vrai leader, qu'il manquait de leadership, etc. Et là, c'est intéressant parce que la principale réponse de Kevin Durant, c'était de dire, mais Stephen A. Smith, je ne l'ai jamais vu un shooter-hand, je ne l'ai jamais vu, même dans les vestiaires après un match, je ne l'ai jamais vu un camp d'entraînement, d'où il sort ces informations, qu'est-ce qu'il connaît de mon leadership? Et au-delà du bif entre Kevin Durant et Stephen A. Smith, ce que je trouve vraiment intéressant, et nous, ce qui nous chagrine le plus, Shai, en fait, dans notre travail, vraiment, c'est que d'un côté, tu as des basketteurs ou des athlètes qui vont dire, mais de toute façon, vous n'y connaissez rien, vous n'êtes pas à l'entraînement, vous savez pas comment ça se passe. Et nous, ce qu'on demande, c'est, mais dites-nous comment ça se passe à l'entraînement, donnez-nous les accès, laissez-nous poser les questions qu'on a envie de poser, pas simplement pour sortir du contenu sensationnaliste, mais pour être mieux informé, pour pouvoir produire même des contenus plus intéressants, plus fouillés, plus intéressants pour le lectorat, et de manière à pouvoir mieux expliquer, en fait, mieux remettre en contexte des performances, mieux raconter des carrières de joueurs ou des contre-performances. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas là pour dire lui c'est bien, lui c'est mal, et être dans un traitement manichéen de l'actualité ou même de la culture de notre sport. Nous, ce qu'on veut justement, c'est donner de la matière, donner du contexte. Et en fait, ce qui est très frustrant pour nous, c'est d'un côté d'être groupé dans ce chapeau de médias, à dire vous n'y connaissez rien parce que de toute façon vous n'êtes pas là, et de l'autre côté de dire donnez-nous les accès, et de se voir les accès refusés, parce que même si tu le disais par rapport au football il y a quand même plus d'accès pour le basket, il faut savoir que c'est quand même très compliqué, que c'est de plus en plus réduit, même quand on a l'occasion d'avoir des anciens joueurs qui sont même plus dans l'actualité et qu'on veut raconter leurs histoires,
on est quand même souvent confronté à devoir avoir, je sais pas, 10 minutes d'interview, 12 minutes d'interview. Même parfois, Shai, ensemble, on en a fait des interviews de joueurs qui venaient en tournée pour des équipementiers en France, où l'interview se passe bien, manifestement. On a trouvé un angle qui fait qu'on ne lui pose pas les mêmes questions que 150 fois, et quand même, tu as un attaché de presse au bout d'un moment qui va dire « Ouais, ça fait 10 minutes, faut y aller ». Et tu te dis, en fait, nous, on a un peu de matière, mais pas assez pour aller au fond des choses. L'athlète à qui on parlait, il avait l'air intéressé, mais de toute façon, lui, il s'en fout. En fait, il est là, on lui a dit de 10h à midi, tu fais des interviews. En fait, il en a rien à foutre quelque part, que ce soit face à nous, face à quelqu'un d'autre. Et tu te dis, au bout du compte, tout le monde repart limite perdant de l'échange. Ouais, c'est ça, mais totalement. Et il y a des athlètes qui ont essayé. Enfin, tu vois, Kevin Durant, on peut lui reprocher des trucs. À un moment, il a essayé de se livrer plus quand il avait fait des épisodes successifs avec Bill Simmons. Justement, je reviens sur Bill Simmons Ouais. parce que c'est un peu que j'écoute souvent, mais et où c'était très, très intimiste presque. Et il y avait une démarche de Durant et de son agent qui était quand même là toujours à côté de lui pendant les podcasts, ou agent ou homme de confiance, ou je sais même pas quel est le titre de Kleiman avec lui, mais en gros, il gère ses intérêts. Et il participait même aux interviews, il discutait avec Simmons en même temps. Donc c'était très intéressant. Mais à un moment, Durant s'est senti un peu trahi parce que Simmons, alors il a une grande bouche et il voulait pas perdre sa liberté non plus d'expression. Et à un moment de la saison, il a dit, je sais pas, il a dit ce qu'il pensait soit d'une décision de Durant, soit d'un match ou d'une performance de Durant. Et direct, l'autre après, il s'est dit, ah ouais, alors je t'accorde de l'intimité, mais tu me critiques, même si c'est de manière objective. Et ça a tout cassé. Derrière Durant, il s'est muré dans un silence pendant des semaines, des mois. Il n'a plus jamais accordé de confiance. Et c'est compliqué. Et du coup, d'autres en pâtissent aussi parce que ils n'auront pas la même opportunité. Maintenant, chaque athlète, chaque star, j'ai l'impression, a quand même un ou deux journalistes de confiance qu'ils utilisent aussi, parce qu'il faut aussi bien le dire, il y a des joueurs, des agents qui utilisent des journalistes en leur faisant passer des informations, des petits messages pour essayer d'influencer le cours d'un trade, une situation ou autre. Lillard, comment il s'appelle, Chris Haynes, LeBron a eu un peu Haynes aussi, d'autres avaient Wojnarowski, d'autres ont Charania aujourd'hui. Donc les journalistes sont aussi parfois utilisés, et le lien de confiance qui se crée, il rend la relation un peu difficile et moins intéressante du point de vue du traitement journalistique pour le lecteur, tout simplement, pour le lecteur ou l'auditeur, parce que le journaliste peut absolument plus rien dire qui irait dans le sens contraire de ce que veut entendre la star, et sert juste ses intérêts, enfin les intérêts de la star et ses intérêts à lui, parce que c'est lui qui aura l'info avant tout le monde, et il y aura aucune opinion dans ce qu'il va apporter comme information, mais il l'aura avant tout le monde. Donc je trouve que c'est très compliqué. Et puis tu as bien fait de dire qu'il y a quand même plein de strates différentes dans les médias. Et c'est plus comme avant où il y avait vraiment les journalistes qui étaient au cœur du truc et point barre. Et du coup, les meilleurs qui étaient là, ils avaient les informations, ils avaient le lien de confiance avec la star, la possibilité de s'exprimer, parfois d'être un peu critique aussi dans des bouquins, dans des interventions. Aujourd'hui, il y a donc les médias non journalistiques qui parfois ont des avis tranchés, de l'opinion intéressante et tout. Moi, je dis pas que les gens n'ont pas le droit de faire un travail médiatique, d'exprimer leur opinion via des comptes Twitter, des sites, parce qu'ils n'ont pas des études journalistiques. Je dis pas ça, moi. Mais par contre, il faut bien distinguer ça de gens qui font vraiment le travail de journaliste, d'internautes qui donnent des avis, et de gens qui cherchent juste à faire du clic, juste en matraquant des trucs un peu inintéressants ou putaclic, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et après, d'un côté, c'est difficile de leur en vouloir parce que ça marche tellement, en fait, malheureusement. On n'a pas les chiffres de sites ou de comptes qui font ça, mais s'ils continuent de le faire, c'est que ça fonctionne bien. Parce que même nous, regarde, toi, j'admire le fait que tu arrives à être plutôt hermétique à tout ce qui est putaclic, je trouve. Tu vois, dans tous les domaines, d'ailleurs, tu arrives à rester hermétique à des phénomènes qui sont totalement débiles ou inintéressants. Moi, parfois, j'ai du mal. Je me fais encore happer par des titres, par des images, par des trucs. Je me dis, tiens, je sais que ça va être complètement débile et que je vais le regretter, mais je vais aller cliquer dessus. Ça va m'énerver, mais j'aurais quand même cliqué dessus. Donc, la mission de ces gens-là, elle est atteinte. Tu vois. Donc, comment leur en vouloir si ils gagnent de l'argent, des contacts, de tout ce que tu veux, en faisant, on va appeler ça comme c'est, de la merde. Enfin, tu vois, ça fonctionne, donc ils continuent. Donc, c'est difficile je leur en veux, mais de les accabler pour ça parce que ça fonctionne. Donc,
Non, mais je suis complètement d'accord. Et de toute façon, je demande pas aux athlètes d'être au-dessus de tout ça, parce que c'est des êtres humains comme les autres. Ce dont tu parlais, c'est exactement ça sur les réseaux sociaux, les trucs. Là, si on parle du basket, mais même si tu dézoomes un petit peu, tu regardes sur Instagram ou TikTok, j'ai pas TikTok, hein, mais je vois à peu près ce qui s'y passe sur des choses comme je sais pas comment dire, comme des conseils beauté en fait. T'as des trucs absurdes où on va proposer notamment aux jeunes femmes de mettre tout et n'importe quoi sur leur visage ou de tester des techniques de grand-mère qui sont censées fonctionner et tout, mais ça repose sur rien en fait. C'est une personne qui a zéro expertise, mais la seule expertise que les gens vont lui reconnaître, c'est son nombre de followers. Et aujourd'hui, ton nombre de followers et le nombre de gens qui te suivent sont l'équivalent de ce qui était pour nous le fait de travailler pour un média en fait reconnu en fait. Et quelque part, ça va donner du poids à la parole de certains, alors que leur parole a aucun poids en fait. Petite parenthèse, c'est-à-dire que parfois quand on demande des interviews à certains agents, à certaines agences, peu importe à qui, on te demande d'abord combien tu as de followers Toujours. tu vois, et c'est compliqué parce que si tu as un média débutant, tu vois, là c'est aussi là que c'est injuste, c'est que si tu as un média débutant mais qui a déjà pas mal de compétences au sein de ton média, des gens qui connaissent très bien le basket ou le sujet en question. Tu parlais de produits de beauté, ça peut être n'importe quoi en fait. Mais si t'es pas suivi, tu peux pas être suivi si tu viens de commencer, tu vois. T'as pas les interviews, faut te créer un réseau et c'est ultra compliqué par rapport à avant, je pense. Donc, mais aujourd'hui, on nous demande d'abord combien on a de followers, combien on a de vues sur YouTube, et c'est parce que sinon les gens, les agences et les agents te laissent difficilement approcher les athlètes en fait. En fait, ce qui me choque encore plus, c'est que même une fois que tu t'es créé un réseau, parce que finalement, se créer un réseau, quand on est journaliste, ça fait partie du boulot, en fait. Tu vois, quelque part, une fois que tu t'es créé un réseau, ça veut dire que justement, tu as pu montrer patte blanche pendant suffisamment longtemps, montrer ce dont tu étais capable, montrer la qualité de ton travail. Moi, ce qui me choque encore plus, limite, c'est que même une fois que tu as tout ça, on continue à te demander, en fait, ton nombre de followers, ton reach, etc. Et il faut bien voir que... faut bien voir aussi... D'un autre côté, certains de ces athlètes en tout cas, sont vraiment aussi habitués à vivre dans une espèce de bulle de coton quelque part. Et je pense que c'est pour ça que c'est violent à ce point-là, parce que même si tu as les interviews, combien de fois en fait on peut te dire ouais, par contre, faut pas poser ce sujet-là, on peut pas l'aborder. Tout le temps. Tout le temps. Après, c'est ta responsabilité de journaliste d'accepter ou non en fait. Tu peux dire non, moi ma question elle est là-dessus. Je posais cette question et même tu peux dire oui, ok, et puis poser la question. Pour moi, c'est ton droit en tant que journaliste. Mais par contre, voilà, les gens savent bien que si tu fais ça une fois, tu vas plus jamais avoir accès à l'athlète. Encore une fois, on continue de penser qu'il faut avoir accès à ces athlètes et que c'est le plus important. Et nous, à un moment, je dis pas quand on commençait, on se disait, on voulait pas... Tu as une occasion de faire une interview, tu as envie que ça se passe bien, etc. Au bout du compte, on s'est rendu compte... Enfin, c'est pas qu'on s'en est rendu compte, mais on sait, de toute façon, ça n'a pas d'impact, finalement. Aujourd'hui, que tu fasses un article sur... qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple aujourd'hui, que tu fasses un article sur Luka Doncic, pour notre type de travail, en tout cas. Parce que même si on fait maintenant du podcast, on fait de la vidéo, le gros de notre travail reste quand même lié à l'écrit et au fait de livrer nos analyses à nous, même par le biais de ce podcast ou des CQFR, c'est nos analyses, ce qu'on met en avant. Mais aujourd'hui, finalement, pour un article de ce type-là, que tu fasses ton article sur Luka Doncic ou que tu aies Luka Doncic 6 minutes entre deux portes de couloir et qu'on t'ait dit avant, par contre, il ne faut pas lui parler de la défense, il ne faut pas lui parler de la manière dont il s'adresse sur l'arbitre, etc., il n'y aura aucun impact en fait sur le... Il n'y a pas 2 fois plus de personnes qui vont lire ton article parce que tu as eu Luka Doncic en face de toi. Donc nous, je sais qu'on est aujourd'hui très au clair par rapport à tout ça. Je pense qu'on l'a globalement toujours été et qu'on a toujours... tu vois, là-dessus, moi, j'ai pas de regrets. Il n'y a pas de moment où je sais que tu me dis on s'est renié sur telle chose ou telle chose. Par contre, il y a des fois on était appelé, quoi. On a fait des articles. On a été appelé par des agents, par des gens qui géraient la com, en nous disant mais comment vous pouvez dire une chose pareille, etc. En te faisant comprendre un petit peu à mots plus ou moins masqués en fonction des situations que si c'est comme ça, on n'aura plus accès aux athlètes. Voilà, ça faut avoir conscience aussi de ça. Alors que nous, encore une fois, je pense pas qu'on soit un média qui fasse dans le sensationnel. Je pense que même, tu vois, par exemple, sur le traitement des joueurs français, je pense que la presse française, notamment des basketteurs NBA français, la presse française est plutôt indulgente avec eux. Elle est plutôt... Mais du coup, dès que dès que tu émets une critique, ce qui est encore une fois ton droit en tant que journaliste, à partir du moment où c'est étayé par une réflexion, des faits, une démarche journalistique,
eh ben, faut que tu t'apprêtes à ce qu'effectivement, quelqu'un te passe un coup de fil ou qu'on te dise, mais comment vous pouvez dire ça, ou qu'on dise, bah non, vous faites plus d'interviews. Mais après, je pense que c'est. Alors parfois, là, c'est pour mettre du côté des joueurs et des gens qui représentent leurs intérêts. Et là encore, c'est difficile de faire le distinguo parfois. C'est là qu'ils ont du mal entre les médias, des gens qui vont juste être fidèles à la parole qui a été donnée, retranscrire fidèlement les paroles et tout, et des gens qui vont juste s'appuyer sur une punchline en la sortant de l'interview qui a été donnée et tout ça. Mais comment dire, aujourd'hui, il y a une telle recherche du sensationnalisme que les joueurs, ils entendent des trucs, ils lisent des trucs sur eux qu'ils n'entendaient pas avant et qui sont, pour moi, de mon point de vue, déplacés, et même avec une légitimité énorme, tu vois. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'estime que j'ai zéro légitimité pour critiquer techniquement un basketteur, humainement un mec. Enfin, je vais difficilement aller sur ce terrain-là parce que même si tout le monde a le droit d'en parler, et tout le monde peut parler de basket, pas besoin d'avoir joué 50 000 ans pour. Mais par contre, je vais m'interdire des trucs trop véhéments envers des mecs qui ont 1 milliard de fois mon talent et dont je suis incapable de reproduire le quart des mouvements qu'ils font sur un terrain, tu vois. Par contre, je peux dire, bah, je peux essayer d'être factuel et dire, en ce moment, bah, ça se voit, c'est-à-dire c'est factuel, il est en difficulté, il l'a même évoqué, c'est compliqué. Proposer des pistes, peut-être qu'en faisant ça, si l'équipe arriverait à mieux le mettre. Enfin bref, après c'est une question de ton et de la manière dont on veut aborder les choses. Et parfois, je peux comprendre que des joueurs, ils se connectent et puis ils voient, ah, vas-y, je prends l'exemple de Rudy Gobert parce qu'on a souvent parlé du traitement des gens. Hein. Je parle même pas que des médias parce que tu l'as dit. Je pense que la presse française est globalement indulgente avec Rudy. Elle est plutôt contente de voir que quand ça va bien, quand il gagne des trophées et tout. Mais les gens, parfois, moi, je trouve assez violent. Je me connecte et je vois. Vas-y, Rudy Gobert, s'il faisait pas 2,17 m, il jouerait en départ. Je connais mon pivot en N2, il est plus doué que Rudy Gobert. Vas-y, donne-moi le ballon, moi je ferais ça. Il y a des gens littéralement qui pensent ça, en fait, tu vois. Et c'est ça qui me choque. Et, c'est ça, et je me mets à la place du joueur qui se dit, putain, mais. Alors, c'est souvent Kevin Durant qui fait ça quand il répond aux gens sur Twitter en disant, mais t'es personne, arrête, comment tu peux me dire ça et tout. T'es un des meilleurs joueurs du monde. Tu as fait énormément de sacrifices de travail. Bon, tu es récompensé pour ça, tu gagnes beaucoup d'argent et tout. Tu as une pression qui va avec ça. Et tu as des gens dont tu sais qu'ils ne sont pas capables de faire ce que tu fais et qui sont violents, en fait. qui te disent t'es nul, tu m'as fait perdre 1000 euros sur un pari. Je pense que ça doit quand même être dur à assimiler. C'est dur de rester de marbre face à ça, parfois, je pense, tu vois. Et il y a aussi des journalistes, maintenant, ceux, en tout cas, qui se définissent comme journalistes. Stephen A. Smith, par exemple, il va sortir des trucs véhéments. Moi, normal, à la place de KD, je pense que je me dis, c'est un clown. Le mec a joué en université, il tournait à 2,3 points par match. Je crois que c'était un truc comme ça, ils avaient sorti les stats. Et il va me dire que j'ai pas de leadership, que je suis une chiffre molle, que je sais pas, enfin, des critiques que je trouve assez folles, en fait. Je pense que tu peux presque tout dire à partir du moment où il y a une forme de respect et de recul que tu prends par rapport à qui tu es et par rapport à la personne dont tu parles, tu vois. Non, mais ça, je suis complètement d'accord sur le recul et sur, encore une fois, on a commencé en parlant de ça au sujet de Marcus Hayes, sur le fait que si tu écris quelque chose, il faut que tu sois prêt à le défendre, en fait. Et ce qui était intéressant, tout à l'heure, tu parlais des podcasts Kevin Durant avec Bill Simmons. Ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait, c'est que parfois, c'est KD qui posait des questions à Bill Simmons. Ouais. Il testait un petit peu ses connaissances. Mhm. Et honnêtement, moi, en tant que... certaines des interviews dont j'ai les meilleurs souvenirs, c'est aussi parfois des moments où t'es pas tu poses une question, tu vas pas être d'accord avec ton interlocuteur, et lui il va te demander, il va essayer de t'aiguillonner un petit peu pour voir d'où vient ton avis. Et là, si tu peux donner un avis qui a du sens, souvent tu atterris sur des choses intéressantes, parce que par contre, voilà, c'était dans la liste des confrontations, mais une qui a marqué en France, c'était Tony Parker qui expliquait à George Eddy qu'il pouvait pas émettre de critique parce qu'il n'avait pas eu une grande carrière de joueur. Ça, je dis non. Non. Tu t'es pas obligé d'avoir fait une grande carrière de joueur pour être un bon journaliste et pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer et décrire ce qui est en train de se passer et même parfois critiquer ce qui est en train de se passer. De la même manière que t'as pas besoin d'avoir été un ancien joueur pro pour être un bon entraîneur. Tu vois, on pourrait dire c'est la même chose, en fait. Tu pourrais dire à Ettore Messina, mais toi, t'as jamais joué à haut niveau. Quelle comment dire, crédibilité tu as pour dire à Manu Ginobili qu'il aurait dû jouer le pick and roll comme ça au lieu de le jouer comme ça? Tu vois, il y a ce truc qui me gêne beaucoup, et souvent, tu le vois, et je suis obligé de le dire. Parfois, certains basketteurs, je vais le dire comme ça, même pro,
connaissent moins bien leur sport que certains journalistes. Et c'est pas forcément grave. Ça veut pas dire que le journaliste serait capable de faire ce que le basketteur sait faire sur le terrain. Bien sûr que non. C'est pas Pardon. C'est pas un hasard s'il y a que 450 ou 500 joueurs en NBA chaque année et qu'il y a un tel turnaround. La question, c'est pas ça. C'est simplement que déjà, les athlètes sont plus jeunes que nous. Donc, simple fait de regarder du basket et de suivre du basket depuis plus longtemps, ça fait que je dis pas, et je pense pas connaître le basket mieux que les joueurs NBA dont on parle. Hein. C'est pas ça que je dis, mais je sais que j'ai une connaissance quand même de ce sport. Je peux me tromper et je suis prêt à l'entendre. Je suis prêt à en discuter. Et en fait, ce qui me manque, encore une fois, d'un point de vue très égoïste, en tant que professionnel de ce milieu, c'est ça, en fait. C'est l'occasion de pouvoir même échanger plus fréquemment avec les acteurs de ce jeu de très haut niveau et pouvoir confronter nos avis et voir, peut-être que je me trompe là-dessus, peut-être que finalement, sur cette chose-là, j'ai ou on a raison. Et c'est ces échanges, en fait, qui manquent. Et moins il y a ces échanges, plus tu as l'impression qu'il y a deux camps qui sont figés avec, d'un côté, les joueurs qui disent « Ouais, vous n'y connaissez rien », et de l'autre côté, les médias qui disent « Ouais, mais nous, si vous voulez pas nous donner des informations, on va faire... Quelque part, on va donner les informations qu'on veut. » Parce qu'il y a ça aussi, quand on parlait des rumeurs, tu vois, en période de trade, il y a des rumeurs, tu sais que ça a aucun sens, en fait. Tu sais que c'est construit de toutes pièces. Et ça, malheureusement, je vois pas de réconciliation facile entre ces choses-là, parce que les accès sont de plus en plus cloisonnés. Et pour Kevin Durant, là, qui demandait à Stephen Smith, a raison, en fait. Qui tu es pour savoir si je suis un bon leader ou pas? Parce que pour le coup, ça, faut être dans l'intimité, en fait, de l'équipe. Surtout pour un joueur comme Kevin Durant, qui n'est pas démonstratif. Tu vois ce que je veux dire? On avait parlé un peu plus tôt dans la saison de l'attitude de Luka Doncic. Et c'était dans un CQFR. Quelqu'un nous posait la question de son leadership. Et on avait cette discussion, notamment tous les deux, Shai, on disait, il peut y avoir plusieurs types de leadership. Si tu remets en contexte la manière dont Kobe Bryant ou Jordan ont été célébrés comme étant des grands leaders, tu peux quand même remettre en question un certain nombre de choses aujourd'hui dans la manière dont c'était fait. Et de l'autre côté, on sait qu'un mec comme Scottie Pippen, comme Nikola Jokic aujourd'hui, sont des grands leaders sans que tu les vois en fait prendre la parole de manière forte face aux caméras en fait. Et un mec comme KD, qui est finalement très neutre sur un terrain de basket. Tu vois, c'est pas celui qui prend le plus de fautes techniques, c'est pas celui, il est très neutre dans son attitude. Je trouve que c'est vraiment dur de savoir si c'est un... Tu vois, je me serais jamais aventuré sur cette pente-là, par exemple. C'est pour ça, en fait, c'est pour ça que c'est la manière de dire les choses qui est importante aussi. Et Smith, il s'embarrasse pas de ça, parce que plus il va être véhément, plus ça va fonctionner. Parce que s'il avait juste dit, on suit la carrière de Kevin Durant depuis longtemps, on a été au cœur de certaines de ses équipes, ou pas d'ailleurs, hein, mais avec ce qu'on voit, on a l'impression parfois quand même que c'est pas le leader de type Jordan, de type machin. Tu vois, s'il argumente un peu, parce que Stephen Smith, il va juste dire non, mais il a zéro leadership, c'est impossible, les Suns ne gagneront jamais un titre. Il est obligé de faire comme ça, des trucs péremptoires, définitifs, sinon ça marche pas. Et peut-être qu'intérieurement même, il le pense pas en fait. Tu vois, peut-être qu'il se dit, peut-être qu'il aime bien le joueur en question, mais c'est pour ça que la manière est importante, en fait, la manière dont les médias, dont les gens vont critiquer ou analyser des joueurs. Moi, c'est ça qui me désole le plus, c'est toujours les phrases péremptoires, les avis définitifs, tu vois, où tu te permets de dire des choses insensées. Je reparlais des gars qui disaient ouais, non, mais Rudy Gobert, il est moins bon que mon pivot en N2, tu vois. C'est même pas pour la boutade, il y a des gens qui le pensent vraiment, en fait, tu vois. Et c'est assez terrible. Du coup, il y a de moins en moins de médias qui sont polis et respectueux, presque, j'ai envie de dire. On va nous traiter de bisounours, mais nous, je pense que les gens qui nous suivent aiment plutôt le fait qu'on soit pas à vouloir défoncer des joueurs gratuitement parce qu'on les aime pas, et d'autres vont aller sur d'autres médias à juste titre, parce qu'il y en a qui font du très bon travail, mais parce que ils auront des avis plus tranchés ou des mots plus durs et plus forts sur certains joueurs, dans les deux sens, peut-être parfois pour encenser un joueur en disant que c'est le nouveau Jordan, ou dans l'autre sens en disant que c'est une catastrophe, que c'est le joueur le plus nul de NBA. Enfin, c'est un peu pour le show aussi, tu vois. Et même moi, parfois, j'aime bien regarder des gens. Ça me fait marrer de regarder une vidéo. Même Stephen A. Smith, je regarde parfois. Je me dis, ouais, il est con, il me fait marrer, tu vois. Mais il y a de moins en moins, je trouve, et ça passe par l'écrit aussi. On me parlait de Zach Lowe et de mecs comme ça qui, pour l'instant, lui, il est free agent, alors que c'est une des meilleures plumes et que c'est un régal de lire toutes ces analyses sur le basket.
Bah, les mecs comme ça, ils ont de moins en moins de place et moi, ça me désole un peu, tu vois. Et ils ont peut-être aussi moins d'accès, moins de possibilités de dialoguer avec les joueurs. C'est très compliqué. Ce qui est marrant, c'est de voir aussi comment un mec comme Stephen Smith, finalement, est tout aussi comment dire sensible que les athlètes à qui il parle, parce qu'en fait lui dès qu'il y a une critique qui vient qui est envoyée vers lui, dès qu'il reçoit une pique de la part d'un athlète, lui pour le coup il répond systématiquement et il sort l'artillerie lourde systématiquement, et de l'autre côté tu vois un mec comme Draymond Green qui est tout le temps là à dire les médias veulent me dépeindre sous de cette manière-là, c'est une honte, etc. C'est le premier à sortir des absurdités, que ce soit sur Rudy Gobert ou d'autres joueurs, en fait. Et est encore plus véhément dans ce qu'il dit, ou même quand je vois... moi, ça m'insupporte au plus haut point, Shaquille O'Neal, que j'ai aimé comme joueur, que j'aime bien comme personnage, mais qui vient t'expliquer que si t'as pas gagné des bagues autant que lui, tu peux pas parler avec lui, que t'es pas sur son même niveau de compréhension des choses. Non, je ne peux pas être d'accord avec ça, en fait. C'est impossible. Il le fait même avec des légendes NBA, hein, et il le fait avec Barclay pour le titiller à chaque fois, mais même s'ils sont amis et du coup, je pense qu'il respecte Barclay quand même, tu vois. Mais tu vois, intérieurement, il se dit non, ce mec, il vaut moins que moi, il a moins gagné, donc son avis est moins pertinent que le mien, tu vois. Bon, le coup des anciens joueurs qui deviennent consultants aussi, bon, c'est un peu compliqué parfois, surtout quand ils ont des égos, une certaine aura et tout ça, c'est pas simple. Par contre, moi, j'apprécie le fait que les joueurs aient leur propre plateforme parfois pour avoir des podcasts et exposer les choses de manière plus dont ils l'auraient peut-être pas fait avec un journaliste parce qu'ils ont pas confiance, tu vois. J'ai adoré quand JJ Redick avec son podcast. Draymond Green, parfois, c'est intéressant. Il y a plein de joueurs. Parfois, c'est un peu inutile quand tu as vraiment un joueur du bout du banc qui est en plein milieu de carrière qui va sortir un podcast juste pour inviter ses potes. Bon, c'est un peu. Je pense à Patrick Beverley, tu vois, par exemple. Ou lui, c'est vraiment juste pour faire son autopromo constamment. D'ailleurs, c'est une scène assez folle qui aurait été imaginable il y a quelques années, mais quand il avait dit à la journaliste, je réponds pas à ta question parce que tu souscris pas à mon podcast, et il était très sérieux. Enfin, c'est totalement dingue en fait. Tu vois. Ouais. Bon, il y a une nouvelle manière de fonctionner qui est. Après, les gens consomment aussi les informations de manière différente. Les joueurs eux-mêmes sont des consommateurs d'informations. C'est un beau bazar qui est beaucoup moins. Tu vois, les limites sont beaucoup moins bien définies qu'avant, où il y avait, je le disais tout à l'heure, un cercle restreint de journalistes qui suivaient l'équipe de A à Z, des gens très connus, les Jackie McMullan avec les Celtics, du coup, qui avaient des infos vraiment incroyables, une proximité avec les joueurs. Et le public qui était très très loin de ça, qui ne pouvait pas donner un avis à part au comptoir, tu vois. Je sais plus comment il avait dit ça, mais c'était Fabrice Eboué dans un sketch qui disait la différence avec avant, c'est que le Dédé du comptoir qui sortait ses conneries avec le verre à la main, bah, maintenant il peut dialoguer avec d'autres Dédés du comptoir, et tout le monde est capable de voir les discussions de tous les Dédés du comptoir, tu vois. Donc voilà, les temps ont changé, c'est parfois un peu frustrant du point de vue médiatique quand tu essayes de faire les choses proprement et de manière honnête sans essayer non plus de blesser les gens, parce que nous, on n'a jamais eu l'intention de. Tu vois, quand on nous dit parfois, ah, vous détestez Joel Embiid, vous détestez James Harden et tout, on a tous des sensibilités. En tant que fan, on préfère certains joueurs à d'autres, on trouve certains comportements moins bien que d'autres, mais on n'a aucun intérêt à détester un joueur. Et si. Enfin, tu vois, on va pas casser gratuitement quelqu'un. Ouais, et ce qui est marrant, parfois, c'est ça aussi, ces critiques que alors, nous, on peut voir, mais que je pense qu'ils sont propres à tous les journalistes, de dire donc maintenant, lui, il est fort, mais il y a 2 ans, il était nul. Mais en fait, tu regardes, ouais, mais s'il y a... alors, nul, c'est pas le terme, tu vois, mais Oui. en fait, nous, notre job, quand même, c'est d'expliquer et de raconter et d'expliquer ce qui est en train de se passer. Et en fait, si LeBron se trouve dans les finales 2011 face aux Mavs, en passant complètement à côté de ses finales, complètement à côté de... C'est l'une des rares fois, il y en a une autre précédente dans une série face à Boston, où LeBron n'a pas été à la hauteur de l'événement. En fait. Je pense que c'est les 2 cas de toute sa carrière. Mais en fait, quand tu dis ça sur le moment... T'as raison de le dire. Et ça n'empêche pas que, je sais plus, l'année d'après, il est fantastique en finale NBA. Et tu t'es pas renié en disant que LeBron, il est fantastique en 2012. Mais là aussi, c'est la manière de le dire qui compte. Là aussi, c'est la manière de le dire, parce que si au moment où ça se passe, tu dis, voilà, il est surcoté, votre Chosen One pourri, aucune... Bref, alors que si tu dis juste, LeBron est passé à côté de l'événement, comme l'année dernière, pour l'instant, il a du mal à satisfaire les attentes et sa réputation. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais pour moi, c'est essentiel la façon dont tu dis les choses, tu vois. Si tu es hyper agressif et véhément dans ton analyse, là, on peut te le reprocher après. Et le joueur peut te dire, il y a 2 ans, mec, t'as dit que j'étais une sous-merde.
Alors que si tu as juste dit il y a 2 ans que j'avais pas atteint mon objectif, c'est quand même différent, tu vois. Je trouve. Ça peut paraître bête, mais la nuance, elle est importante quand même pour moi. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Et moi, je suis pour aussi Enfin, ça, je le concède et je trouve que les joueurs ont raison de remettre en question finalement l'avis des journalistes Ouais. quand ils s'expriment. Mais je trouve en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'au bout du compte, chacun s'exprime dans son propre média. Mm. Et tu as envie de confrontation d'idées, en fait. Et je parle pas de confrontation dans le sens, comment dire, voilà, de discussion courte où chacun a juste martèle un argument, l'autre martèle un argument. C'est de la vraie confrontation d'idées. Et c'est ce qui fait que les livres sur la NBA des années 70, des années 80 sont globalement aussi passionnants parce qu'en fait, les médias étaient au contact direct des joueurs dans les hôtels, dans les avions, ils étaient là à l'entraînement. Il y avait beaucoup plus d'échanges finalement. Alors c'est vrai que moi je trouve ça très bien qu'aujourd'hui les athlètes puissent se défendre s'ils le veulent en utilisant leur voix, leur plateforme, que ce soit pour parler d'eux-mêmes ou pour parler d'autres causes. On en a parlé à plein de reprises, Sacha. Je trouve ça fantastique que ceux qui ont envie de le faire puissent le faire. Mais par contre, ouais, on a perdu dans la confrontation d'idées et dans le fait de partager des expériences ensemble, en fait. Je pense que ça, c'est vrai du sport, c'est vrai de tout un tas de choses. Et c'est vrai que, comme toujours, je trouve que ça pousse vers un appauvrissement, finalement, du débat, un appauvrissement des idées. On le sait bien, maintenant, ce qui marche, effectivement, c'est les avis très tranchés. Il faut voir tout noir, tout blanc, sachant que la réalité est jamais aussi simple que ça, la vérité est jamais aussi simple que ça. Donc je sais pas, ouais, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je vois pas forcément de manière de réconcilier tout ce monde. Je pense pas que ça soit non plus dans l'air du temps, hein. Je pense qu'il y aura de moins en moins d'accès au bout du compte, ou alors que ça sera, comme tu disais, par le biais de copinerie, peut-être pour faire un raccourci, en fait, d'être sûr que c'est avec des médias qui vont servir les intérêts de l'athlète. Et ce qui est un peu dommage quand même, je vais finir, enfin peut-être finir là-dessus, c'est que je trouve, comme je viens de le dire, je trouve ça très bien que les athlètes se soient réappropriés leur propre voix, qu'ils veulent raconter eux-mêmes leur histoire, ce qui est une espèce de poncif qu'on a entendu beaucoup ces dernières années. Au bout du compte, raconter une histoire, c'est aussi un métier. Et je trouve que là aussi, on perd, en fait. Et que si vous lisez des biographies de joueurs, par exemple, ou d'athlètes, ou de musiciens, etc., les plus passionnantes sont quand même celles qui sont racontées par des gens qui savent bien écrire et bien raconter les histoires, parce qu'il y a souvent des co-auteurs. Et ça aussi, on le perd, en fait, quelque part. Ouais, bien sûr. Non, c'est clair. Mais tu vois, je me pose la question aussi. Je sais pas comment on peut freiner l'appauvrissement, entre guillemets, parce que je le partage, le constat, mais c'est pas que pour le sport, hein, c'est global. Au niveau journalistique, la plupart des gens sont foutus de lire des trucs très longs maintenant. En fait, tout est bref, tout est mâché, que ce soit en vidéo, même au niveau du texte. Je veux dire, plus personne, enfin, très peu de gens arrivent encore à lire des trucs longs. Alors que nous, on est plutôt à la base des gens qui aiment écrire des trucs longs, lire des trucs longs, prendre le temps et tout ça. Donc, l'utopie, ce serait que les gens qui font des trucs entre guillemets de pauvre qualité arrêtent de le faire et que du coup, en proposant que des trucs de qualité aux gens, ils se regroupent sur des trucs de qualité et qu'il n'y ait plus l'offre pauvre. Sauf que tant que l'offre pauvre, elle ramène plus d'argent que l'offre de qualité, bah, c'est compliqué. Donc, moi, je vois aussi malheureusement pas trop d'issue, mais il faut, voilà, on essaye d'évoluer avec son temps et avec les codes actuels de faire des trucs de qualité tant que c'est possible, quoi. On essaye, en tout cas, nous, on essaye de faire ça. On espère pouvoir continuer de le faire de cette manière-là. Mais tu vois, c'est injuste aussi de se dire que, tu vois, tu prends en France, par exemple, il y a plein de gens qui font très discrètement, dans un anonymat quasi total, plein de belles analyses, qui font le travail de manière très honnête, mais bah, qu'on soit pas beaucoup de followers, soit pas de réputation pour s'entretenir avec des joueurs et confronter ces idées-là. Tu vois, je n'ai même pas forcément de nom à donner en tête, mais les gens qui font vraiment du décryptage tactique ou qui essaient de raconter des histoires, ils n'ont pas accès aux joueurs pour discuter, comme tu le disais, pour confronter des idées, pour peut-être parfois être en désaccord, mais bah, les joueurs, ils seront dispo que pour les très très gros médias et pour des interviews un peu lambda dont on se fout un peu finalement, tu vois, mais parce qu'elles racontent rien et qu'elles apportent pas grand-chose au paysage. Donc j'aimerais qu'il y ait un mec qui se dise ah tiens, je suis tombé sur un site qui vient de, je sais pas, qui a 10 jours, mais j'ai lu des articles qui parlaient de nos matchs et qui étaient super intéressants tactiquement. Et bah tiens, ils ont sollicité mon agent, donc j'ai dit à mon agent, bah ouais, même s'ils ont
4 viewers sur YouTube, bah ouais, je suis chaud pour faire une interview avec, tu vois. C'est des trucs tout bêtes. Après, je nous englobe dedans. On n'a pas 4 followers, on a quand même du monde. C'est cool. On a une vraie communauté sympa, tu l'as dit. Des gens très, très bienveillants pour l'extrême majorité. Euh, mais c'est pareil. J'aimerais qu'on dise, tiens, eux, je les ai trouvés sympas, même si c'est pas le plus gros média. Alors bon, là aujourd'hui, je sais pas, la plupart des joueurs français qui vont s'exprimer, ils vont chez beIN Sport, par exemple. beIN fait du super travail, attention, hein. beIN fait de l'excellent travail un peu de vulgarisation, tout en étant quand même relativement pointu avec les gens qui travaillent là-bas. Mais tu vois, par réflexe, les agents vont envoyer leurs joueurs chez beIN pour, dans l'émission de Rémi, par exemple, le week-end, ou des choses comme ça. Et bah, c'est super. Mais du coup, on les voit pas sur des plus petits médias confrontés à d'autres gens qui ont d'autres types de profils et d'histoires. Ça amènerait d'autres discussions, d'autres sujets. C'est juste ça que je regrette et que j'aimerais voir ça évoluer, mais c'est pas simple. Avant, c'était un peu plus le cas. Et dans le foot, pareil, je reviens au foot dans lequel j'ai bossé. Moi, avant, je travaillais notamment pour football.fr. Et ce qui était fou, c'est que chaque semaine, on était obligé, c'était une obligation rédactionnelle, on devait avoir en interview un joueur de Ligue 1 de foot, quel que soit le club. Donc parfois, c'était des gros clubs, parfois des petits clubs. Mais on y arrivait à chaque fois parce que on arrivait, les clubs étaient encore, et les joueurs étaient encore à peu près OK pour parler à des médias plus mineurs et tout ça. Puis il y a eu la transition où si tu n'avais pas tant de followers sur Instagram, tant de viewers sur YouTube, tu n'étais pas crédible pour qu'on t'accorde une interview finalement. Au basket, j'ai un peu l'impression que ça devient aussi comme ça, quoi. Ouais, et encore, tu le disais tout à l'heure, mais on a de la chance quand même en France, que ça soit nous, avec la communauté qu'on a su se bâtir, mais globalement, on en parlait il y a 2 semaines avec Antoine dans le podcast, quoi, la qualité des médias qui suivent le basket en France. Alors, Très grande franchement, il y qualité. en a vraiment pour tous les goûts, et Ouais. je trouve, tu vois, l'immense majorité, j'ai l'impression, des médias français quand même sont de qualité, en fait, avec des points de vue différents, des positionnements différents, mais que ce soit beIN, First Team, Trash Talk, tous les autres. Tu vois, je pense que c'est... Ouais. Je leur dis, mais je trouve qu'on est vraiment complémentaires les uns des autres, en fait, avec des sensibilités différentes. Donc on n'est pas du tout au niveau d'absurdité, parfois, des médias US qui couvrent le basket ou les autres sports majeurs là-bas. Donc on a quand même de la chance. Mais ouais, c'est vrai. On peut se poser la question de savoir combien de temps ça va durer, peut-être. J'espère que même aujourd'hui, même avec des joueurs français, parfois voir des interviews de joueurs français émergents, on sait... Je vais pas rentrer dans les détails, mais parfois ça devient aussi un cirque pas possible où tu dis mais c'est un truc de malade. C'est plus facile parfois d'avoir des anciennes stars NBA, des mecs qui ont fait des All-Star Games une fois qu'ils sont à la retraite, que d'avoir des joueurs, oui, des joueurs émergents, j'ai pas d'autres termes. Donc on verra où ça nous emmène. En tout cas, je serais curieux de savoir, encore une fois, voilà... vous avez posé la question un petit peu avec Antoine les années précédentes, les semaines précédentes, mais au-delà des médias que vous appréciez, est-ce que vous, en tant qu'auditeur, en tant que lecteur, vous trouvez aussi qu'il y a une bascule ? Est-ce que vous trouvez que les médias sont parfois trop durs avec les athlètes ou que les athlètes sont trop susceptibles ? Ouais, ça m'intéresserait d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. On sera ravis de découvrir tout ça. Nous, avec Shai, on se retrouve... on retrouvera Shai et Antoine dès demain matin pour le CQFR. Je vous rappelle que hier, avec mon camarade Pierre-Armand Samama, on a fait un Hoop Culture spécial New Jersey avec un invité, Nicolas Venancio, pour parler un petit peu des New Jersey Nets, mais pas uniquement des New Jersey Nets. On a aussi parlé de cet état du New Jersey qui est un peu le cousin mal aimé de l'état de New York. C'est clair. Vous pouvez aller écouter ça si ça vous intéresse. Et puis, nous, on vous retrouve tout au long de la semaine. Ciao à tous. Ciao. Game is out there, and it's either play or get played.